La date du samedi 20 juin 2020 entre dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo par le séisme judiciaire qui vient de détruire l'acte de présomption d'innocence qui offrait jusque-là un parapluie au directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, condamné à 20 ans de travaux forcés. Il en est de même pour ses co-accusés, Sami Jamal et Jano Mouhima, qui va écoper de 2 ans de servitude pénale pour détournement des fonds publics dans le cadre des 100 jours du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Des lourdes condamnations ont été prononcées au premier degré à l'endroit des prévenus Vital Kamerhe, Sami Jamal et Mouhima par le tribunal des grandes instances de la Gombe. Cédric Kenina était à la séance foraine de ce tribunal à la prison centrale de Makala. Plusieurs heures d'attente et personne ne voulait quitter son fauteuil devant le poste récepteur car le suspense avait atteint son paroxysme avant le verdict. À la lecture de l'énoncé du jugement par le juge président Pierrot Bakenge, ces moments glaciaux étaient comme si les temps étaient suspendus et on n'avait Dieu que le physique du juge imperturbable dont la voix ne trahissait aucune faiblesse, moins encore de l'émotion. Dans la finalité, les prévenus Vital Kamerhe et Sami Jamal écopent une peine maximale de 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics, privation des libertés conditionnelles, de droit de vote et de tout mandat public pour les premiers cités et expulsion du territoire national après exécution de la peine pour les seconds, Sami Jamal. En plus de cette condamnation, le prévenu Kamerhe a vu ses biens immobiliers, ceux de membres de sa famille impliqués dans la commission de ces infractions, saisis et des comptes bancaires, bien acquis durant la période en cause. Le tribunal a également ordonné l'arrestation immédiate du prévenu Mouhima, qui écope lui de 2 ans de travaux forcés et interdiction de droit de vote. Sami Jamal, condamné également pour blanchiment des capitaux, est appelé à verser une amende 2 fois plus que le montant des transferts effectués hors circuit bancaire au mépris de la loi, 10 millions de dollars américains. Lecture faite sous les regards impassibles de Vital Kamerhe, secouant parfois la tête et esquissant un léger sourire. Aussitôt le verdict tombé, les tentes se sont vidées en un clin d'œil et chacun est allé ressasser dans son coin. Incompréhension pour les uns et soulagement pour les autres. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo était ce samedi 20 juin dans la matinée au pavillon 17 de la foire internationale de Kinshasa où s'organise chaque samedi l'exposition et la vente de produits alimentaires purement congolais. Marché organisé par un caucus de femmes entrepreneurs appelé Femmes d'Exception. Reportage. Dans le souci de s'imprégner du bien-être des Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu ce samedi 20 juin 2020 au marché dit du samedi, qui se tient à la foire internationale de Kinshasa, initiative du caucus des femmes d'exception, une structure de la Commission nationale des entrepreneurs du Congo et de la Fédération des entreprises du Congo. À l'arrivée, le chef de l'État, accompagné de la très distinguée première dame, a été accueilli par la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi que par le ministre du Commerce extérieur. Juste à l'entrée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est impressionné par la créativité du génie congolais. On lui présente un lave-mains automatique fabriqué en République démocratique du Congo, une invention de Madame Kirongozi, celle qui a créé le robot roulage en République démocratique du Congo. Sur place, le couple présidentiel a observé et respecté un des gestes barrières de la Covid-19 en lavant les mains. Après, s'en est suivi la visite des stands sous les explications de Mme Eliane Moukeni Keke, vice-présidente nationale de la Fédération des entreprises du Congo, caucus des femmes d'exception qui livre ici ses impressions. Le président de la République a voulu nous faire l'honneur de venir visiter ce que nous faisons. Nous les femmes entrepreneurs en général. C'est dans le cadre d'un caucus qu'on appelle Femmes d'exception que le président de la République reçoit tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, il demande à celles qui ont réalisé quelque chose, qui cadre, une activité qui cadre dans son programme. À ce moment-là, il vient visiter. Et ce marché de samedi, c'est un marché que nous avons un projet que nous, les femmes de la Fédération des entreprises du Congo, avions conçu pour participer, n'est-ce pas, au programme du chef de l'État qui consiste à maîtriser les prix sur le marché, qui consiste
à nous inviter ou à inviter tout Congolais de consommer congolais et vous constaterez qu'il n'y a aucun produit importé. Cette activité vise à matérialiser l'autonomisation de la femme et stabiliser les prix des produits sur le marché, explique ici Mme Nelly Pachomé Ndondoboni, vice-présidente du caucus en charge des nouvelles provinces et services. Nous avons le but non seulement que les mamans vendent, mais qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'elles doivent vendre. Donc au derrière du marché, il y a les formations qui vont se donner aussi. Les formations, le but c'est d'exporter. Pourquoi exporter? Parce que la concurrence est tellement forte que nous ne voulons pas que les mamans vendent seulement par Sakombi, Ekolo ou Mupiku. Nous voulons que ces femmes atteignent le niveau de vendre par kilo, comme dans un marché international. Ça, c'est le but poursuivi par la CNF. Pour Douglas Nkoulou, bourgmestre de Limete, c'est un honneur que le président de la République a fait à sa municipalité. La commune de Limete est aujourd'hui très honorée que le premier citoyen de ce pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, puisse pouvoir lancer ce marché de samedi à Limete. Il ne s'agit pas de n'importe quel marché, c'est un marché de proximité, mais aussi qui offre des produits qui sont bio, mais qui sont aussi les fruits des citoyennes congolaises qui ont accepté de salir leurs mains en allant au champ ou en faisant de l'artisanat. C'est un message très fort. Il s'y est noté que lors de son passage devant les étalages, le chef de l'État Félix Tshisekedi, accompagné de la très distinguée première dame, pour encourager les vendeuses à acheter quelques articles qu'il a ramenés chez lui. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 19 juin la 36e réunion du Conseil des ministres par vidéoconférence. Parmi les points à l'ordre du jour, on retiendra l'état général du pays, l'évolution de la Covid-19 et la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Voici un extrait du compte rendu par le porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 36e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 19 juin 2020, c'est en ce jour que s'est tenue par vidéoconférence la 36e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour relatif comportait 4 points, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir l'intégration de la cellule du climat des affaires du cabinet du président de la République dans les réunions des ministères sectoriels en charge du domaine. Pour renforcer l'action de l'exécutif, le chef de l'État a engagé le gouvernement à intégrer la cellule du climat des affaires du cabinet du président de la République dans la mise en œuvre de la feuille de route des réformes sur le climat des affaires et de la matrice de réformes prioritaires et urgentes validée lors de la réunion du comité de pilotage du 12 mars 2020. Il en est de même pour les mesures d'application des règles relatives à la sous-traitance dans le secteur privé. Du bon fonctionnement des institutions de la République. Depuis un certain temps, il s'observe une envolée des déclarations de certains membres des institutions de la République qui risquent de mettre à mal la coalition, notamment du fait des interprétations divergentes des prérogatives des uns et des autres. Pour enrayer ce risque, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, recevra dans les tout prochains jours les présidents des institutions ainsi que les responsables des caucus des députés. Sommet par vidéoconférence entre la Chine et l'Afrique. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil des ministres du sommet Chine-Afrique qui s'est déroulé le 17 juin dernier par vidéoconférence et qui s'est penché singulièrement sur la lutte contre la Covid-19.
L'Assemblée nationale vient d'adopter pour une 5e fois la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. C'est suite à l'évolution de la COVID-19 qui continue à faire des victimes au pays. C'était sous la conduite de la présidente Janine Mabunda. Sylvie Moembo, Bernard Baudot, reportage. Tant que la pandémie à coronavirus mettra du temps pour ne pas arrêter sa montée en puissance avec, entre autres, son bilan en perte de vies humaines, il sera toujours impératif de veiller à l'application de l'état d'urgence sanitaire. Des prorogations en prorogation, en suivant l'évolution de la maladie, nous en sommes à une autre au terme de la plénière y consacrée ce samedi 20 juin 2020. 58 députés ont voté oui. 4 députés ont voté non, 5 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Il est toujours bon de rappeler que la population doit continuer à agir en toute responsabilité par rapport aux mesures barrières. La loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 15 jours a été votée par le Sénat. C'était au cours d'une plénière sous la direction du président Alexis Tambwe Mwamba, Dada Chabani, Berthe Konkole. En conséquence, le Sénat a voté le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour. Pour la 5e fois, le Sénat a voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire de 15 jours sur toute l'étendue de la République. C'était à la plénière du samedi 20 juin 2020, pilotée par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Auparavant, les vice-premiers ministres, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Célestin Tundaya Kassende, a présenté aux sénateurs les 10 projets de loi, question de solliciter leur vote. La promulgation de cette loi par les chefs de l'État va permettre au pays de limiter la propagation et de contenir la maladie qui a atteint actuellement 5600 cas confirmés selon le secrétariat technique des ripostes. Avant le vote, les avis étaient partagés sur le maintien ou non de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue de la République et quelques sénateurs ont proposé les mesures d'assouplissement de l'état d'urgence sanitaire. Pour les sénateurs Matata Pogno, l'état d'urgence sanitaire a un impact négatif sur l'économie, déjà très fragile et accentue la récession économique. Chaque mois de confinement a un impact négatif sur la situation économique qui va non seulement se ressentir maintenant, mais aussi toute l'année prochaine. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où rien que les rémunérations et les dépenses de fonctionnement absorbent près de 80% des recettes fiscales de l'État, contre une norme de 30 à 35%. Regardez la situation en face, voir qu'est-ce qui peut être déconfiné et Le chef de l'État va bientôt annoncer le déconfinement de la commune de la Gombe. Déclaration faite ce samedi par le porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, s'est ainsi exprimé à l'issue de la réunion du comité multisectoriel des ripostes présidé par le Premier ministre Ilunkamba, nous disent Françoise Bouela et Pompoumba. En pleine crise sanitaire, le secrétariat technique de la riposte au coronavirus reste le seul conseil du gouvernement pour maintenir ou lever une quelconque mesure. Après plusieurs réunions d'évaluation sous la direction du chef du gouvernement Ilunkamba, ce samedi 20 juin 2020, les membres du comité multisectoriel de riposte sont arrivés à des conclusions devant permettre au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'annoncer le déconfinement de la Gombe. Le Premier ministre a réuni autour de lui tous les responsables qui sont concernés par la problématique du confinement de la commune ou de la zone de santé de Gombe. Tous les responsables ont donné leurs avis et ces avis ont été corroborés par le rapport dressé par l'équipe
mise en place par le Premier ministre pour réfléchir à ces sujets. Et la décision qu'on peut vous annoncer aujourd'hui, c'est que le déconfinement de la commune de Gombe aura bel et bien lieu d'ici quelques jours et l'annonce en sera faite par le chef de l'État en personne. Confiné totalement depuis le 6 avril dernier, cette mesure a entraîné la paralysie totale de l'activité économique dans la commune de La Gombe. Tout semble indiquer qu'après la levée des mesures, le respect des gestes barrières doit rester de stricte observance pour lutter contre la propagation. L'opérateur économique Abdul Raoul Achour, dit Abedachou, vient accompagner le gouvernement de la République dans ses efforts de rapatriement des Congolais bloqués en Turquie. Il a été reçu aujourd'hui par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Ntumbanzeza, pour les préparatifs de ce rapatriement. Jinan Wabiwa. Répondant à l'appel à la solidarité nationale pour lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo, l'opérateur économique Abdul Raouf Achour est venu ce samedi 20 juin auprès de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Ntumbanzeza, apporter sa contribution. Abdul Raouf tient à soutenir les efforts grandioses du gouvernement de rapatrier les Congolais bloqués en Turquie d'ici la fin de la semaine prochaine. Je remercie la Madame la ministre pour la confiance. Le groupe Achour va être un grand sponsoring pour ce projet, pour que nos frères et sœurs congolais retournent à leur pays. Lundi, j'ai une grande réunion avec Turkish Airlines pour nous fixer la date. C'est un projet très nécessaire pour la vision du chef de l'État, de faire retourner tous les étrangers à l'extérieur qui retournent à leur pays. Je suis maintenant 3e génération de ma famille ici. Ce pays nous a beaucoup donné. On peut connaître les gens fidèles dans les moments difficiles. Né et grandi en République démocratique du Congo, Abdul Raouf Achour, appelé également Abedachou, a fait ses études sur place, choisissant les Congo comme sa seconde patrie après la Turquie. Ce pays, qui est aussi frappé par le coronavirus, a pour capitale officielle Ankara et comme langue officielle les Turcs. 800 millions de dollars américains pour le secteur éducatif en RDC et 200 millions pour les systèmes de santé, annonce du directeur des opérations de la Banque mondiale. Plus de détails dans cet élément que nous propose Oscar Mbalkaïj. Une bouffée d'oxygène pour le secteur de l'éducation en RDC. 800 millions de dollars américains débloqués par la Banque mondiale pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire dans 10 provinces de la République. À quoi va servir concrètement cette enveloppe? 800 millions, c'est un fonds qui est attribué à la République démocratique du Congo pour soutenir la politique de gratuité. Ce qui coûte cher dans la politique de gratuité, ce sont essentiellement les salaires des enseignants et les coûts de fonctionnement des écoles primaires, qui sont au nombre de 50 000. Les enseignants, il y en a plus de 500 000. Et les écoles, il y en a un peu plus de 50 000. Le décaissement de cette bagatelle somme d'argent va s'effectuer sur une période de 5 ans. Votre pays est très performant en matière de décaissement. Donc, comme je l'ai dit, un projet, en général, quand on annonce une somme, par exemple 100 millions ou 1 milliard, c'est la même chose, elle se décaisse sur 5 ans. Donc, on décaisse à peu près 20% de la somme par an. Et c'est ce qu'on demande comme objectif à l'ensemble des pays avec qui on travaille dans la région Afrique. Votre pays atteint très régulièrement, et il l'a encore atteint cette année, 25% de taux de décaissement. Donc vous avez en fait une bonne performance en matière de décaissement. Le secteur de la santé n'a pas été oublié. 200 millions de dollars américains comme financement additionnel du projet de renforcement du système de santé, question d'améliorer la qualité des services et les soins de la santé maternelle et infantile. On met un accent particulier sur tout ce qui accompagne la naissance d'un enfant, donc les consultations prénatales de la mère, puis les accouchements. Et ensuite, quand l'enfant est arrivé, on met un accent particulier sur 2 choses, la nutrition et la vaccination. C'est depuis le lundi 15 juin 2020 que le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, basé à Washington DC, a approuvé le financement d'1 milliard de dollars américains en faveur de la RDC, une réponse à la demande formulée par les gouvernements de la République.
La première dame de la République, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, a visité les locaux du call center destiné aux victimes des violences basées sur le genre. C'est en marge de la journée internationale de l'élimination de la violence en temps de conflit. Ce projet donnera aux victimes l'opportunité de dénoncer pour une meilleure prise en charge à distance à travers le pays. Reportage Naïcha Kiala. C'est à partir de ce local équipé en ordinateur et téléphone fixe que seront désormais centralisés tous les appels des victimes de violences basées sur le genre à travers le pays. Grâce à ce call center, de partout où elles seront, les victimes peuvent appeler et seront orientées vers les services appropriés où elles pourront bénéficier d'un suivi médical, juridique et psychologique. Oui, pour nous, c'est vraiment très important. Nous nous réjouissons à ce que le président ait pensé de relancer cet appel parce que chaque fois les femmes nous demandaient le numéro vert, est-ce que ça fonctionne? Même à l'extérieur, même les partenaires nous demandent est-ce qu'au Congo il y a un numéro vert? La question des violences sexuelles continue dans notre pays malheureusement, malgré tous les efforts qui sont mis par les actrices, par les acteurs de la société civile, par les partenaires et par le gouvernement. Malheureusement, il y a encore un long chemin à faire. La championne des Nations Unies des violences basées sur le genre en zone de conflit, Denise Nyakero Tshisekedi, est allée s'assurer de l'installation de ce dispositif d'aide à distance. Une assistance à distance rendue possible grâce au Fonds des Nations Unies pour la population et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette ligne sera opérationnelle à travers tout le pays. Les gens peuvent appeler dans n'importe quelle langue, les 4 langues principales du pays. Et celles qui sont là, qui sont formées pour prendre les appels, pourront les orienter par rapport à leurs préoccupations. À ce jour, nous venons de... Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, est arrivé à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, pour évaluer l'évolution de la riposte du Covid-19. Il a aussi visité les laboratoires de la Pharmakina. Constance Mananga, Patrick Kachala. Après la ville de Goma, le ministre de la Santé publique est arrivé à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où il a été accueilli par le gouverneur Théo Ngwabidje. Aussitôt arrivé, Eteni Longondo a pris la direction du centre d'isolement de Bwindi. Il a visité des installations de l'usine de production Pharmakina, où l'on produit localement de l'hydroxychloroquine. Vous faites un très bon travail. J'ai aussi visité le laboratoire de qualité, de contrôle de qualité. Et c'est sur ça qu'il faudrait beaucoup plus baser votre effort aussi, parce que nous misons beaucoup sur la qualité des produits que vous êtes en train de fabriquer. Parce que nous sommes en train d'importer une partie d'hydroxychloroquine, mais dans l'avenir, je crois que comme nous avons des capacités sur place, ça va nous coûter moins cher de les produire ici et de les consommer ici. Merci beaucoup. L'hôpital général du Sud Kivu, dans les compatrimoines des malades à coronavirus, était le point de chute de sa visite. Juste après, le numéro 1 de la santé a eu une séance de travail avec les députés et l'équipe de riposte afin d'évaluer la situation préoccupante de cette pandémie. Ici est de noter que cette province a un taux de létalité trop élevé, à savoir 193 cas de contaminés, dont 30 décès. Situation épidémiologique Covid-19 en RDC en date du 19 juin 2020. Le cumul des cas est de 5 477. Parmi les 719 qui sont guéris, ceux de l'hôpital du Cinquantenaire ont témoigné. Reportage. 27 nouveaux guéris du coronavirus. La République démocratique du Congo s'en sort plutôt bien jusque-là. L'hôpital du Cinquantenaire, au même titre que les autres formations hospitalières retenues dans la prise en charge, s'emploie à améliorer la prise en charge, question de rassurer l'opinion, et cela est attesté par les malades d'hier et guéris d'aujourd'hui qui témoignent. Il faudra que tous nous puissions prendre conscience. Les gens qui croyaient que c'était un mensonge, c'était une maladie inventée, c'est une maladie des hauts cadres, c'est une maladie des hommes politiques. Et ces gens-là se trompent. La maladie existe réellement. Nous, je ne sommes ni politiciens, ni les gens du gouvernement, mais nous sommes atteints. Nous avons été atteints, nous sommes au milieu de nos amis, les populations. Donc, la maladie est réelle, il faut en tenir compte et surtout pouvoir se protéger. C'est pratiquement toutes les semaines que la bonne nouvelle des personnes guéries du coronavirus inonde les ondes.
Dans le cadre de la préparation à la pandémie Covid-19 dans les lieux à forte concentration, l'Organisation mondiale de la santé a doté la prison centrale de Makala des matelas, des draps de lit pour la prise en charge en cas de déclaration de Covid-19 à ces lieux pénitentiaires, nous dit Constance Mananga. Le meilleur moyen de lutter contre une maladie, c'est la prévention. Cette prévention en est aussi une stratégie adoptée par les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie au coronavirus. L'une de ces actions, c'est prévenir la maladie en ciblant des endroits où les possibilités de contamination peuvent être grandes, comme la prison. Raison de cette descente à la prison centrale de Makala. Dans le cadre global de la protection, de la prévention de la contamination, que nous sommes ici. Et ce travail a commencé depuis quelques semaines déjà pour se préparer au cas où nous aurions des cas en prison. Il est important que nous puissions mettre en place un système pour les isoler et les traiter de manière à empêcher cette transmission à l'intérieur des prisons. L'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre de son appui habituel dans la riposte contre la pandémie à Covid-19, a apporté 50 lits, 50 matelas, 50 paires de draps et 50 moustiquaires pour préparer ces lieux carcérales à cette épidémie qui a fait plus de 5000 cas en RDC. Donc, il était question de préparer déjà la prison de Makala pour pouvoir déjà prévenir, détecter rapidement et prendre en charge de manière efficace des éventuels cas de Covid-19 qui surviendraient ici, en milieu carcéral à Makala. Identifier les cas, détecter rapidement, les isoler et prendre en charge, la prison centrale de Makala est capable de les faire, les personnels étant déjà formés. Le monde entier a célébré ce vendredi 19 juin la journée de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit. Les organisations féminines en RDC ne cessent de sensibiliser pour les changements de comportement des auteurs de ces actes odieux et pour se solidariser avec les victimes. Christine Lenzo, Simon Kankolongo. Cette célébration de la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, le Bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement BCG-PCD organise avec l'appui technique et financier du Bureau de représentation de la Fondation OSISA une semaine de sensibilisation des communautés à la nécessité de mettre un terme à la violence sexuelle et d'autres formes de violence basées sur le genre en cette période liée au coronavirus. Aussi, de manifester sa solidarité envers les victimes et de rendre hommage à celles et ceux qui luttent en première ligne pour éliminer ces crimes. Comme l'indique Faïda Mwangiloa, experte en genre. Moi, je crois que nous comptons à la justice. C'est seulement la justice qui peut nous aider à mettre fin, en tout cas, aux crimes de viol pendant le conflit. Les conflits, comme dans toute société, on ne les souhaite pas, mais il y en aura toujours. Mais il faut faire en sorte pour que nous puissions les éviter et vivre un climat de paix. Et il faut y travailler. La paix, c'est une culture. Il faut y travailler de manière continue pour amener l'ensemble de la population à adopter des actes de paix, des actes de responsabilité qui ne peuvent pas nous conduire à des conflits armés, à des conflits à répétition. C'est une responsabilité d'abord au niveau personnel, mais au niveau des communautés, au niveau de tous les dirigeants, au niveau de tous les responsables. Les experts du BCG-PCD dénoncent aussi les violences domestiques et autres formes d'abus sexuels enregistrées ces derniers mois depuis la déclaration de cette crise humanitaire dans laquelle nous est plongé le coronavirus et invite ainsi l'ensemble de la communauté à entretenir des relations harmonieuses en ces temps de confinement. Fin de la formation spéciale à Kanyama-Kasese des bâtisseurs de la nation et des ex-combattants. Le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabouik a appelé les lauréats à faire preuve de nouvelles valeurs de citoyenneté. Guillaume Koukou, Mamingi Ponji, reportage. Ceci se passe à Kanyama-Kasese, un centre européen agricole avec à la clé la structure service national qui en amont forme des bâtisseurs, des compatriotes qui se vouent pour la cause de la nation et à tous égards font de Kanyama-Kasese le creuset agricole national et concomitamment le centre de formation multisectorielle. Dans la série, l'attention a été portée sur cette session spéciale de formation et d'insertion de nouveaux
bâtisseurs de la nation. Il s'est agi des ex-combattants. Entendez les réduits, les ex-rebelles de Kamwenansapu, de Mutomboki, d'Apanapale, de Yakutumba, du M23, du MLC, du GLBPP. Une année de spécialisation, une année de formation en continu. Ils ont été initiés aux valeurs citoyennes, dont droits humains, droits et devoirs du citoyen, le respect de la vie humaine, de biens communs. Ils ont été aussi initiés à l'environnement, à la défense des intérêts de la République démocratique du Congo et tout naturellement initiés à la production agricole. Le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, a appelé aux ex-combattants, devenus heureusement bâtisseurs de la nation, leur passé paix reluisant. À l'issue de leur passage au service national, ils sortent, a dit le commandant Jean-Pierre Kassongo Kabwik, avec des valeurs positives et citoyennes, appelées à reconstruire le pays, la République démocratique du Congo. À l'issue de leur session qui porte le prestigieux nom du président de la République, commandant suprême de FARDC de la police nationale, il y a ceux qui ont opté pour le retour en famille. D'autres encore, plus nombreux, ont décidé de continuer comme agents au service national. D'autres encore, dans le groupe, ceux qui ont décidé d'intégrer le rang de la police nationale congolaise ou sinon des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabwik doit aujourd'hui s'attendre que d'autres hommes vont venir pour devenir bâtisseurs, ceux qui, encore aujourd'hui, baignent dans les anti-valeurs. La Covid-19, c'est aussi assainir son milieu de vie. La population de la commune de Matete a été sensibilisée sur les mesures de propreté afin d'éviter de probables épidémies. Christine Lenzo. Kinshasa doit se revêtir de son ancienne image, de Kin Label. Voilà l'objectif assigné par le programme Kinbopeto à travers les différentes descentes de ses équipes à travers la capitale, notamment à Kimbanseke, sous la direction de Germain Poundou, coordonnateur de ces programmes, qui est accompagné de Amos Ngokoso, ministre provincial des Transports. Une fois encore, le quartier Mokali a été sensibilisé sur l'assainissement de son milieu, sur la gestion des déchets ménagers, aussi sur le respect des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Nous sommes en train d'intensifier la communication, la sensibilisation au coronavirus et à Kinbopeto. Nous sommes en train de passer toute la commune de Kimbanseke. Il y a l'axe Mikondo, Mokali, il y a l'axe cimetière. Nous n'avons pas pu terminer, la commune est tellement vaste, c'est comme ça que nous avons poursuivi l'action aujourd'hui. Lorsque l'environnement est sain, il n'y a presque pas de maladies. Voilà pourquoi les habitants de cette commune doivent observer quelques mesures de propreté en jetant les sachets à usage unique et autres déchets dans les bacs à poubelles. Autre constat, beaucoup d'enfants présentent des problèmes de peau ou autres mycoses sur la tête, appelées mapalata. Une autre sensibilisation dans ce sens se fera dans les prochains jours dans la commune de Kimbanseke. Voilà, c'était là la commune de Kimbanseke que vous avez corrigé avec moi et non la commune de Matete. Un communiqué nécrologique avant de clore ce journal, la famille Tchebwe a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur patriarche Tchebwe Mulombo Lambert, mort survenu à Kinshasa le 6 juin 2020. Les deux se tiennent en la résidence familiale située sur l'avenue au commandement numéro 24 dans la commune de la Gombe. La levée du corps est prévue ce mercredi 24 juin 2020 aux cliniques Ngaliema. Il s'en suivra l'inhumation le même jour à la nécropole entre ciel et terre. Ces communiqués tient lieu de faire part. Voilà, ce sera tout pour cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe technique qui a concouru à sa production. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis au pays et partout dans le monde. Passez un excellent week-end et à très bientôt. Mais tout d'abord, vous allez suivre, juste après ce journal, une page magazine des activités de la distinguée Première Dame. Au revoir et à très bientôt.